Bonjour à tous, bienvenue sur Challenger Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un petit exercice de physique, ça fait longtemps, sur les phénomènes de transport. C'est un exercice assez classique, type mine, sur le réacteur nucléaire. Voilà, et ben on attaque tout de suite. Comme dit juste avant dans l'introduction, on a juste un exercice sur un petit réacteur nucléaire assez classique. Et donc l'énoncé est tel quel. En fait, on a le cœur du réacteur qui va être compris ici entre deux plans. D'accord, ici de section S. Ici entre moins A sur 2 et A sur 2. D'accord. Ici, ça va être l'axe des X, et donc du coup, je vais être centré ici en X égale 0. D'accord. Et donc, je vais avoir le réacteur nucléaire qui va se trouver entre ces deux plans-là. Ok. On va avoir une modélisation du problème 1D, donc seulement sur l'axe X ici. Et ici, on va venir définir une production volumique de neutrons dans le réacteur qui va être proportionnelle tout simplement à la densité volumique de neutrons. Donc en fait, ici, ce terme de production volumique, il va être égal à n étoile x virgule t sur taux, d'accord, taux une constante de temps. Et ce n étoile ici, c'est tout simplement la densité volumique de neutrons. Ok. Hop. Donc ici, cette densité volumique de neutrons dépend de x seulement, comme variable d'espace, parce qu'on fait une modélisation 1D du problème, et de t, du coup, ça va avoir un aspect temporel. D'accord, ça va évoluer dans le temps. Ok, donc on va avoir ce terme de production ici, et on va considérer donc en fait ce qu'on appelle des zones de piégeage, d'accord, qui sont tout simplement les zones ici pour x strictement supérieur à 1 sur 2 et pour x strictement inférieur à moins 1 sur 2. Ces zones de piégeage, on va venir considérer que n étoile est égal à 0 à ces endroits-là, d'accord. Hop, check, là pareil, n étoile égale 0 dans ces zones-là. Ok, très bien. Et je crois que c'est à peu près tout. On nous dit qu'à l'intérieur du réacteur, la loi de diffusion suit la loi de diffusion de Fick, d'accord, donc avec un coefficient de diffusion grand D. Ok, très bien. Et première question, donc on a une première question principale avec plusieurs petites sous-questions. La première question, c'est tout simplement d'établir l'équation vérifiée par n étoile, d'accord. Ok, très bien. Donc ici, on se doute que ce qu'on va récupérer, c'est tout simplement une équation dérivée partielle de n étoile, et ça va être l'équation de diffusion, d'accord, une équation de diffusion en une dimension. Ok, donc pour ça, c'est très très classique. Ici, on va venir considérer un petit volume, ici, un petit volume d cube V. Ok, donc sur ce petit volume d cube V, d cube V égale à dx, dy, dz, parce que je suis en coordonnées cartésiennes, hein, d'accord, donc mon d cube V s'écrit aussi simplement que ça. Ici, je vais mettre l'axe des x, et je vais repérer l'emplacement de ce petit volume élémentaire par son abscisse x ici. Donc ici, je vais avoir x plus dx. Ok. Et vu que je suis en 1D, j'imagine, enfin je suppose, je fais l'hypothèse que mon flux de neutrons est seulement selon l'axe des x, d'accord. On a une modélisation 1D du problème. Donc ici, je vais avoir des flux, enfin une densité de flux, un vecteur densité de flux ici j de x plus dx ici virgule t, et je vais avoir un autre flux ici en x virgule t, d'accord. Donc ici, je les ai orientés vers la droite. Sur mon petit schéma, simplement parce que j'orientais l'axe des x vers la droite, d'accord. Donc à partir du moment où j'oriente mon axe des x vers la droite, par convention, lorsque j est positif, c'est-à-dire que le vecteur est vers la droite, lorsque j est négatif, c'est-à-dire que le vecteur est vers la gauche, tout simplement. Ok, et donc du coup ici on va faire un bilan, tout simplement, un bilan du nombre de neutrons entre deux instants, t plus dt et t. La variation de neutrons entre deux instants, donc t et t plus dt, ça va tout simplement être n étoile en x virgule t plus dt, d'accord. Donc évidemment fois dx, dy, dz, hein, parce que n étoile c'est tout simplement la densité volumique de neutrons. Donc ça c'est tout simplement la quantité de neutrons que je vais avoir à l'instant t plus dt, moins la quantité de neutrons que je vais avoir à l'instant t, c'est-à-dire la densité volumique de neutrons à l'instant t, fois dx, dy, dz. Ok, nickel.
Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à plusieurs choses. Alors déjà, ce qui va faire varier ma quantité de neutrons au cours du temps dans mon volume, c'est simplement la diffusion de particules régie par la loi de Fick, d'accord? Donc ici, vu que je veux compter ce qui rentre positivement et ce qui sort négativement, ici, on voit ici, si je prends un point au niveau de la surface à gauche, ici, mon ds est orienté vers l'intérieur. D'accord? Pareil ici, si je prends un point à droite, mon ds va être orienté vers l'intérieur. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les neutrons qui rentrent. D'accord? Et donc, on voit que lorsque je vais faire jx virgule t scalaire ds, ça va me donner un plus. Lorsque je vais faire jx plus dx virgule t scalaire ds, ça va me donner un moins. Donc ici, je vais tout simplement avoir plus j. Alors, je vais repasser en blanc. Tac. Je vais avoir plus j de x virgule t, d'accord? Donc ici, ça, le j, c'est une densité de flux, d'accord? C'est la densité de flux de neutrons à travers la surface. Donc ici, il faut que je multiplie par la surface, d'accord? Donc ici, dy dz. Donc ça, c'est la quantité de neutrons qui rentrent par unité de temps à travers ma surface. Donc ici, il faut que je multiplie par dt. Ok, nickel. Moins, du coup, ici, je vais avoir moins la même chose, mais en dx. D'accord? dy, dz, dt. Ok, nickel. Très bien. Ok. Et ici, c'est pas tout, parce que le phénomène de diffusion, c'est pas le seul phénomène qui me fait varier ma quantité de neutrons à l'intérieur du volume. En effet, j'ai le terme de production qu'il ne faut pas oublier. Ici, j'ai un terme de production de neutrons, donc si on remonte, on regarde, c'est ce sigma ici, hein, d'accord, qui est lié à... On a une production volumique de neutrons, et c'est proportionnel à la densité volumique de neutrons. Donc ici, c'est une production volumique de neutrons au cours du temps, donc ici, ça va me donner n étoile x virgule t fois taux, d'accord? Donc vu que c'est volumique, je dois encore multiplier par dx, dy, dz, d'accord? Et je multiplie par dt, d'accord? Parce que c'est une production volumique par unité de temps, d'accord? Évidemment. Ok, nickel. Là, on voit déjà que sur cette équation, il y a plusieurs choses qui se simplifient. On a le dy, le dz, il me semble, qui se simplifie partout ici. dy, dz, dy, dz. Ok, nickel. Très bien. Maintenant, comment est-ce que je continue à partir de là, à partir de ce petit bilan? En fait, on se rend compte que sur le terme de gauche, on peut faire apparaître la dérivée partielle par rapport au temps de n étoiles. Ici, en effet, n étoile en x virgule t plus dt moins n étoile en x virgule t, en fait, c'est tout simplement égal à la dérivée partielle de n étoile par rapport au temps fois dt, d'accord? Et on a le fois dx qui reste, hein, de tout à l'heure, hop. Et je peux faire exactement pareil à droite, sur les j. Sur les j, on voit qu'on va faire apparaître la dérivée spatiale, d'accord, la dérivée partielle par rapport à x. Juste ici, il faut faire attention, on a le j en x moins le j en x plus dx, donc en fait, on a moins la dérivée partielle. Donc ici, je vais avoir moins la dérivée partielle de j, hop, par rapport à x. On va avoir du coup le dx qui va apparaître, et il nous restait le dt de tout à l'heure. Et là, on va avoir plus n étoile sur taux fois dx dt. Donc là, on se rend compte déjà que tous les petits dt, dx se simplifient. Donc là, on est content. Voilà, tout ça, ça part. Et ici, comment est-ce qu'on continue? Donc ici, on a presque fini, évidemment. Sauf que moi, je veux une équation dérivée partielle qui fait intervenir seulement n étoiles. D'accord? Donc ici, je veux remplacer le j par quelque chose qui dépend de n étoiles. Et ça, c'est la loi de Fick qui va nous permettre de faire ça. La loi de Fick qui nous dit en fait comment le phénomène de diffusion se comporte. Hein, d'accord? En fait, le j, ici, c'est tout simplement égal à moins d, donc ça c'est le coefficient de diffusion, fois le gradient de n étoiles. D'accord? Ok, donc en fait, il va y avoir une migration des particules vers les zones les moins denses. Hein, d'accord? C'est ça, hein, moins gradient. Le gradient, c'est un vecteur qui va être orienté vers les zones les plus denses, enfin vers la plus forte évolution de la densité volumique. Donc moins le gradient, c'est là où il y a la plus forte décroissance de densité volumique. Hein, d'accord? Donc ici, les particules fuient vers les zones pauvres en neutrons. D'accord?
Ok, ça c'est la loi de Fick, hein, elle est complètement empirique, je le rappelle. Hein. C'est une loi qui a été déterminée. Hein. C'est un peu comme la loi de Newton en phénomène de transport thermique. Hein, d'accord, c'est des lois qui sont empiriques, hein, qui sont observées empiriquement. Ok. Très bien. Et donc du coup on remplace. Et donc du coup ça nous fait d n étoiles sur dt qui va être égal à donc le moins qui est ici dans la loi de Fick et le moins que j'avais dans l'équation, ça va me redonner un plus. Donc je vais avoir d fois la dérivée partielle de n étoiles par rapport à la variable de l'espace. Ok. Et j'oublie pas ici bien sûr mon petit terme de production volumique n étoiles sur taux. Nickel. Et ça, ici, on reconnaît, hein, c'est très classique, une équation de diffusion avec un terme source, hein, d'accord? Alors, vous avez sûrement aussi entendu parler, peut-être en cours, d'équation de la chaleur, d'accord? L'équation de la chaleur, c'est la même équation de diffusion, mais pour le phénomène de transport thermique, d'accord? Donc, quand on parle de transport thermique, ça a du sens de parler d'équation de la chaleur, souvent, parce que c'est souvent cette équation de diffusion, elle est souvent utilisée pour le transport thermique. Mais ici, quand on a transport de particules, l'équation de la chaleur, ça n'a pas trop de sens de parler d'équation de la chaleur ici. Donc ici, on parle surtout d'équation de diffusion, d'accord? Mais en fait, quand vous entendez équation de la chaleur, c'est cette même équation de diffusion appliquée au transport thermique, hein, d'accord? Et là, on a le terme source ici, qui est lié à la production volumique de neutrons, hein, de manière locale. Hein. Ok, nickel. Et donc on a plusieurs sous-questions dans cette question, notamment, c'est quoi? Quelle est la signification de taux? Donc taux, le petit paramètre qui est là, hein, d'accord? Donc taux, il intervient dans la définition de sigma, d'accord, ici. Donc sigma, c'était le terme de production volumique de neutrons. En fait, taux, c'est tout simplement le temps caractéristique, la constante de temps qui correspond à la production de neutrons, hein, d'accord? Plus taux va être faible, plus vous allez vite produire des neutrons, et plus la réaction en chaîne va se faire efficacement et rapidement dans le réacteur nucléaire. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sous-question? On a... excusez-moi. Quelle serait l'évolution temporelle de n étoiles à x fixé sans le phénomène de diffusion? Ok, donc imaginons dans un monde où la diffusion n'existe pas, d'accord, où les particules n'ont pas envie de fuir vers les zones pauvrement peuplées. Donc ici, le terme lié à la diffusion, c'est ce terme-là, d'accord? C'est ce terme-là qui provient de la loi de Fick, en fait, d'accord? Donc si ce terme n'existait pas, donc ici, on le barre, on fait comme si ce terme n'existe pas, d'accord? En fait, on se rend compte qu'on a simplement une équation différentielle du premier ordre, temporelle, de n étoiles, d'accord? Et là, on voit que ça va nous donner une exponentielle croissante, donc c'est quelque chose qui explose, hein, d'accord? C'est complètement naturel, parce que ici, si dans notre réacteur, on met en place une réaction en chaîne, on va avoir du coup une production de neutrons qui va être proportionnelle à la densité volumique de neutrons. Donc plus j'ai de neutrons, plus ça produit de neutrons, hein. C'est le principe de la réaction en chaîne dans les réactions nucléaires. Et s'il n'y a pas la loi de diffusion pour évacuer un petit peu les particules, évidemment que ça explose. Et ça explose de manière exponentielle. Ok, voilà. Très bien, donc j'enlève je remets le terme de diffusion, parce que sinon l'équation, ce serait un peu n'importe quoi, enfin ça exploserait. Ok, et on passe à la question 2. Hop. Question 2, on nous demande dans un premier temps de déterminer n étoiles en régime permanent. Ok, pas de souci. Donc en RP pour régime permanent, vous savez, hein, toutes les dérivées temporelles sont nulles. Hein, ok. Donc ici, d de n étoiles sur dt est égal à 0. Ok, ce qui nous laisse avec l'équation suivante. Du coup, si je regarde en haut, donc on a d... donc on a 0 égale d, on va avoir un d carré de n étoiles sur dx carré plus n étoiles sur taux. Ok. Ça c'est très facile à résoudre. En fait, on reconnaît un oscillateur harmonique. Pourquoi je mets des guillemets? Parce qu'en fait, là, il n'y a aucune dépendance au temps. On est en régime permanent, donc il n'y a rien qui oscille. D'accord? Il n'y a aucune oscillation. C'est fixé. On est en régime permanent, tout est figé.
Mais pourquoi est-ce que je parle d'oscillateur harmonique? Parce qu'en fait, mathématiquement, on reconnaît une équation différentielle du second ordre à coefficient constant, linéaire, et avec le coefficient devant la dérivée première qui est nul. D'accord? Donc temporellement, ce serait l'équivalent temporel serait un oscillateur harmonique. D'accord? C'est pour ça que je parle d'oscillateur harmonique entre guillemets. Mais là, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien qui oscille. D'accord? C'est juste que du coup, on peut très facilement ici donner la forme des solutions. Hein. Et donc en fait, les solutions ici, c'est tout simplement n étoile de x égale à grand A cosinus de x sur racine de d taux. Ok, et évidemment, on n'oublie pas le sinus b sinus x sur racine de d taux. Ok, donc ça, très facile. Ok, on sait résoudre ça très très facilement. Ok, ici je peux très facilement aussi déterminer le coefficient b. En effet, si je remonte ici sur mon schéma, en fait le problème est complètement symétrique par rapport à la droite x égale 0. Ici, il n'y a pas de raison que j'ai plus de neutrons à droite qu'à gauche. D'accord? Donc je sais qu'en fait la répartition de la densité volumique, nx ici, ça va être une fonction paire de x. Donc ici, je sais déjà, au vu de la forme des solutions, que ce b va être égal à 0. Et ça, c'est purement par symétrie que je suis capable de définir ça. Ok, une fois qu'on est là, du coup, on a n étoile de x qui est tout simplement égal à a cosinus de x sur racine de d taux, pardon. Et ici, on va utiliser les conditions limites, d'accord, pour pouvoir continuer à avancer. Et notamment, on sait que ici, n étoile de a sur 2 est égal à 0. Ok, parce que dans les zones de piégeage, on a une densité volumique de neutrons qui est nulle. Ok, donc ici, je sais que du coup, ça va me donner a sur 2 racines de d taux qui va être égal à pi sur 2 plus kpi. D'accord? Donc ça, c'est mathématiquement, je sais que pour que ça s'annule au-dessus, il faut absolument que j'ai a sur 2 fois racine de d taux qui soit égal à pi sur 2 plus kpi. Ok, cependant physiquement, ici, on va voir que k doit nécessairement être égal à 0. Pourquoi? Ici, je vais dessiner la distribution en x, d'accord? Donc ici, a sur 2 moins a sur 2. Ok, je sais que cette grandeur-là, déjà, cette grandeur-là est positive. Donc déjà, k ne peut pas être négatif. Ok. Qu'est-ce qui se passe si maintenant k égale 0? En fait, je vais avoir nx qui va ressembler à ça. D'accord? Ok. Bon, jusque-là, rien de choquant, rien d'alarmant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si si k est égal à 1? Que va valoir nx? Si k vaut 1, on va avoir un x qui va avoir cette tête-là. Ok? Ça, la courbe verte, c'est pour k égale 1. D'accord? Et en fait, on se rend compte que pour certaines valeurs de x, mon nx, à certains moments, il est négatif. Et c'est pas possible. Nx, c'est la densité volumique de neutrons. Je ne peux pas avoir une densité volumique de neutrons négative. Ce n'est physiquement pas... C'est pas possible, c'est pas admissible physiquement. D'accord? Et donc, peu importe la valeur de k différente de 0 que je vais prendre, il y aura forcément des moments où je vais avoir une densité de neutrons qui va être négative pour certains x. Donc ça, c'est pas possible. D'accord? Et donc, je sais que physiquement, en fait, je peux éliminer ce terme kpi. Je sais que... ça va valoir pi sur 2, d'accord? Ok, et donc ici, que vaut taux? Ici, mon taux va tout simplement être égal, donc les deux vont se simplifier, il va être égal à a carré sur pi carré fois d. Ok, très bien, nickel. Ok, maintenant on dit qu'il y a une quantité n0 de neutrons au total dans le réacteur lorsqu'on est en régime permanent, et ça va nous permettre de déterminer la constante grand A. En effet, parce que n0, c'est tout simplement égal à l'intégrale sur le volume de la densité volumique de neutrons. Donc ici, vu que ça ne dépend que de x, ça va me faire s fois l'intégrale de moins a sur 2 à a sur 2, hop, check, de n étoile x dx, ok.
Et donc ça va me donner S fois, alors ici je vais avoir le A qui va sortir, et je vais avoir, donc quand j'intègre le cosinus, ça me donne, donc, alors je vais l'écrire juste, hop, cosinus. Alors ici, juste, j'avais cosinus de x sur racine de d taux, mais vu que d taux vaut a carré sur pi carré d, en fait, ça me devient cosinus de pi sur a fois x dx. Ok? Je vous laisse vérifier, hein, mais ça me donne juste cosinus de pi sur a fois x. Ok? Très bien. Et donc du coup, ici, donc quand j'intègre le cosinus, ça me donne plus sinus. Je vais évidemment avoir un a sur pi qui sort. Donc je vais avoir s grand A sur pi. Et je vais avoir ici le sinus hop, en a sur 2 moins le sinus en moins a sur 2 du coup. Hop. A sur 2. Ok. Donc ici le premier ça me fait juste sinus pi sur 2 donc ça fait 1. Le deuxième ça fait sinus moins pi sur 2 donc ça fait moins 1. Donc en fait ça va me faire 2 ici. Je vais du coup avoir 2 s grand A petit a sur pi. Et donc du coup mon grand A c'est tout simplement égal à n0 pi sur 2s petit a. Voilà. Ok, et donc du coup je peux réécrire mon n étoile de x comme étant égal à n0 pi sur 2s petit a fois cosinus de pi sur a fois x. Nickel. Choc, je vois pas pourquoi j'ai mis ce... hop, voilà, ça va être mieux. Check. Pi sur a fois x. Ok, nickel. On me demande maintenant de calculer le flux de neutrons sortants au niveau de A sur 2 et moins A sur 2. D'accord? Donc encore une fois, par symétrie du problème ici, il y a autant d'évacuation de neutrons à droite qu'à gauche. Donc en fait, je vais juste calculer le flux à droite au niveau de A sur 2. Et en fait, je sais que le flux total, ça va être 2 fois ce flux-là. D'accord? Ok, donc on y va. Check. Donc ici, le flux sortant. Le flux sortant, ça va tout simplement être égal à l'intégrale de J au niveau de A sur 2 sur la surface. D'accord? Ce J étant évidemment uniforme sur toute la surface, en fait, ça revient juste à faire S, donc 2 fois S, pardon, fois J en A sur 2. Ok? Sauf que J en A sur 2, on n'oublie pas, c'est égal en fait à moins D de n étoiles sur dx évalué en A sur 2. D'accord? Ok, donc en fait ici, ça va me donner, quand je dérive le cosinus, ça me donne moins sinus. J'ai un pi sur A qui va sortir. Donc en fait ici, moins, ça va faire plus. Je vais avoir d n0 pi carré sur 2s a carré. Et je vais avoir le sinus de... donc c'est en A sur 2, donc pi sur A fois A sur 2. Donc en fait sinus pi sur 2, donc en fait ce sinus ici là, il est égal à 1. Ok, et donc du coup en fait mon flux sortant de neutrons par unité de temps, ça va être... donc les 2 vont se simplifier ici, les S vont se simplifier ici. Donc je vais avoir D N0 pi carré sur A carré. Ok, nickel. On me demande ensuite la production totale de neutrons par unité de temps. Donc ici, et on me demande aussi de comparer cette production de neutrons totale au flux sortant. Donc ici, vu qu'on est en régime permanent, on sait que la production de neutrons doit être égale au flux sortant, à l'évacuation. C'est le seul moyen d'avoir un équilibre de neutrons, donc c'est-à-dire un nombre de neutrons qui n'évolue pas, c'est que la production soit égale à l'évacuation. D'accord? Donc à la fin, je dois trouver que le flux sortant est égal à la production totale par unité de temps. D'accord? Donc ici, cette prod, c'est tout simplement l'intégrale sur le volume de la production volumique, hein, d'accord? Ni plus ni moins.
vu que cette production volumique ne dépend que de x, en fait c'est tout simplement S fois l'intégrale par rapport à x hein, de cette production ici. Donc ça va faire n étoiles de x sur taux, donc entre moins a sur 2 évidemment et a sur 2, hein, dx. Ok, donc là ça me fait S sur taux. Ici le n étoiles, il va me donner donc le n0 pi sur 2sa, donc on voit déjà qu'il y a des surfaces qui vont se simplifier, hein, d'accord. Et ici je vais avoir l'intégrale de moins a sur 2 à a sur 2 du cosinus pi sur a dx. Ok, donc comme tout à l'heure, je vais avoir un a sur pi qui va sortir, et d'ailleurs le a sur pi en sortant, il va se simplifier avec le pi sur a qu'on a là. D'accord, donc ici, si on réécrit, on va avoir les surfaces qui se seront simplifiées, le pi sur a et le a sur pi qui se seront simplifiés. Donc en fait, il va rester n0 en haut, il va rester un taux ici, il va nous rester un petit 2 et un petit a, d'accord. Sauf que ici, non, le a se sera simplifié. Donc ici, on a deux taux, en fait, tout simplement. Sauf qu'ici, le sinus, après, on aura sinus en pi sur 2, moins sinus en moins pi sur 2, ça va nous faire 2. Et donc ici, le 2 simplifié, et on a simplement n0 sur taux. Ok, sauf que ici, taux, je connais sa valeur, taux c'est a carré sur pi carré d. Donc taux, c'est égal à a carré sur pi carré fois d. Donc ici, si je remplace, ça me donne n0 pi carré fois d sur a carré. Et on retrouve bien exactement la même chose que le flux sortant. D'accord? Et c'est normal, ici on est en régime permanent. Donc la seule manière on ait quelque chose qui soit indépendant du temps, donc avoir un nombre de neutrons constant dans le réacteur, c'est à partir du moment où la production de neutrons va être égalisée par l'évacuation des neutrons. D'accord? À partir du moment où j'évacue autant de neutrons que j'en produis, bah, le niveau, le nombre de neutrons qui va être dans mon réacteur va cesser d'évoluer. D'accord? Et on sera en régime permanent. Voilà, c'est tout pour cette question 2. Elle est assez longue parce qu'on nous demande beaucoup de choses. Hein. Il y a plein de sous-questions dans chaque question. Mais c'est pour ça qu'elles sont très intéressantes ici. Et on passe à la dernière question du sujet. Ok, dans cette question 3, on nous parle du cas d'un arrêt d'urgence. Alors, lorsqu'on a un arrêt d'urgence, en fait, on vient plonger des barres de piégeage dans le réacteur. Donc, en fait, c'est juste des barres qui vont absorber les neutrons dans le milieu. Et en fait, en plongeant ces barres dans le réacteur, on va avoir un nouveau taux de production de neutrons. Et ce taux de production peut être négatif. Si on se trouve dans le cas où les barres de piégeage absorbent plus de neutrons que la réaction en chaîne est capable d'en produire, on a bien une production globale de neutrons qui va être négative. Donc ici, on va avoir un nouveau taux de production sigma, qui va toujours être égal à n étoile x virgule t, et cette fois-ci ce sera sur un taux prime, et cette fois-ci, attention, le taux prime peut être algébrique, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, le taux prime peut être négatif, si jamais on a un taux de production de neutrons qui est négatif. Ok, très bien. Et on nous demande de rechercher une solution de l'équation de diffusion de n étoiles. Donc en fait, on nous demande de trouver un étoile qui peut s'écrire sous la forme g de x fois f de t. D'accord? Alors, donc c'est l'inverse ici. Bon, c'est pas très important, hein, d'accord? Mais ici, dans l'énoncé, on me donne f de x fois g de t. Ok. Et on nous dit que, en fait, on plonge les barres de piégeage à t égale 0, d'accord? Donc à t égale 0 secondes, c'est le moment où on plonge les barres de piégeage. Et avant cet arrêt d'urgence, avant d'avoir plongé les barres de piégeage, on suppose qu'on avait atteint le régime permanent. D'accord? Donc avant de procéder à l'arrêt d'urgence, on avait atteint le régime permanent. Arrêt d'urgence, on plonge les barres de piégeage, on a un nouveau taux de production qui peut être négatif suivant les cas, et on nous demande d'établir la nouvelle évolution de n étoiles.
Ok, donc en fait pour cette question, on va juste rappeler l'équation de diffusion. C'était d de n étoiles sur dt est égal à d fois la dérivée partielle de n étoiles par rapport à x plus... Alors cette fois-ci, on va avoir le nouveau terme source. Donc ici, ça va être n étoiles sur taux prime. D'accord? Ok, sauf que cette fois-ci, on me demande, je sais la tête des solutions que je suis en train de chercher, on me demande de trouver un n étoile qui peut s'écrire comme un f de x fois un g de t. D'accord? Donc ici, je peux tout de suite remplacer. Ici, je vais avoir f de x fois g' de t est égal à d fois f seconde de x fois g de t plus f de x fois g de t sur taux. Ok, très bien. Donc ça, c'est quand je remplace la forme des solutions que je cherche dans l'équation de diffusion. Ok, donc ici, on va juste isoler g' de t et ça va nous donner d f seconde de x sur f de x fois g de t plus g de t sur taux. Ok, et on nous donne une deuxième indication, c'est avant l'arrêt d'urgence, donc à t égale 0, on avait atteint le régime permanent. Ça veut dire que n étoiles de 0, de x, 0, hop, donc à l'instant initial, en fait c'est égal à l'expression n étoiles de x qu'on avait trouvé en régime permanent juste au-dessus. D'accord? En fait c'est tout simplement égal à n0 pi sur 2sa, petit a, fois cosinus de pi sur a fois x. D'accord? Et donc ça, c'est donc naturellement égal à mon f de x fois g de 0. C'est parfait parce que je vais pouvoir remplacer dans l'expression qui est juste au-dessus. Alors juste avant, du coup, je vais calculer f seconde de x. Donc f de x ici, du coup, c'est égal à n0 pi sur 2sa fois g de 0, hein, d'accord, cosinus pi sur a x, ok. Donc ici, f seconde de x, ça va être égal, donc je dérive deux fois le cosinus, d'accord, donc ça va me faire moins cos, ok. Et je vais avoir pi sur a qui va sortir deux fois. Donc en fait ici, je vais avoir n0 pi au cube sur 2sa au cube fois g de 0, cosinus pi sur ax. Ok, nickel, très bien. Et donc du coup, je vais remplacer dans l'équation que j'avais juste au-dessus. Et donc du coup, je vais avoir g' de t qui va être égal à... ok, alors ici, je vais avoir f seconde de x sur f. Ok, donc je vais avoir d. Alors, f seconde sur f, je vais avoir les cosinus qui vont se simplifier ici. Je vais avoir quoi d'autre? Je vais avoir les s qui vont se simplifier, les n0 qui vont se simplifier, les 2 ici qui vont se simplifier, les g de 0 qui vont se simplifier, très bien. Et en fait, ce qui va me rester, c'est un moins déjà. Ok. Mais je vais surtout avoir pi cube sur a cube divisé par pi sur a. Et donc, du coup, ici, ça va me faire pi carré sur a carré fois g de t. Ok, nickel. Plus g de t sur taux. Ok, mais très bien, en fait, ici, g, ça va être très facile à trouver, du coup, parce que c'est juste une équation différentielle de degré 1. Ici, g' de t, c'est égal à 1 sur taux prime, alors c'est taux prime, hein, ici, pardon, moins d pi carré sur a carré fois g de t. Ok? Et là, on se rend compte qu'on a plusieurs régimes possibles, d'accord, sur ces barres. Ok, premier cas, ce terme-là est positif. Imaginons que ce terme-là soit positif, donc c'est-à-dire que 1 sur taux prime est égal à d pi carré sur a carré, c'est-à-dire que taux prime est égal à a carré, supérieur ici, donc que taux prime soit inférieur à a carré sur pi carré d. D'accord? Et aussi strictement supérieur à 0, parce que si taux prime est négatif,
on entre dans un autre régime. Ok, si ça c'est si taux prime est compris entre ces deux valeurs, le terme là est positif, d'accord? Ce terme là est positif, et on a quelque chose qui explose, d'accord? On a ce qu'on appelle un régime explosif. Si taux prime est pile égal à a carré sur d pi carré, d'accord? Donc ça, c'est encore une fois, c'est l'ancien taux. On remarque que le terme au-dessus vaut 0, et donc en fait, c'est stationnaire. En fait, on reste dans le cas d'avant. Si taux prime devient plus grand que taux, d'accord? Et bien ici, on va avoir un terme négatif devant le g de t, et donc ça, on sait que les solutions du coup pour g, ce sera une exponentielle décroissante, d'accord? Et donc ici, on va avoir n étoiles qui va plonger vers 0, d'accord? Au cours du temps, d'accord? Donc la densité volumique de neutrons va plonger vers 0, va tendre vers 0, ce peu importe le x, hein, d'accord? Et en fait, c'est un peu le but en fait, ici de l'arrêt d'urgence. Hein. Si on a un problème, on fait un arrêt d'urgence. On veut stopper la production de neutrons. Hein. On veut que la densité de neutrons plonge vers 0 et qu'on arrête le réacteur, tout simplement. Voilà. Et bah, c'est tout pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve bientôt pour d'autres exercices corrigés. A plus!